Merci. Merci à toi, Faso. Merci à toi, Faso. Et merci à vous, Banlieue Call. Mes chers amis, troisième et dernière partie de cette conférence. Comment la stratégie d'infiltration du Sahel par l'impérialisme occidental est en train d'être mise en œuvre pour infiltrer le golfe de Guinée. Donc, on va d'abord faire un petit rappel de la géopolitique occidentale du Sahel et vous allez voir comment c'est cette géopolitique qui se prolonge par la voracité, par la stratégie maintenant de positionnement de leurs armées sur le golfe de Guinée. Alors, les Occidentaux, en 2010-2011, ont pris connaissance du fait que Muammar el-Kadhafi, à la tête des faramineuses réserves de pétrole et de gaz libyens, était en train de travailler activement à la création d'une monnaie indépendante et flexible continentale africaine. Comme le révéleront les emails déclassifiés de Mme Hillary Clinton, ils décident, dans le cadre de leur organisation, de l'OTAN, de l'élimination physique de Kadhafi et de la destruction de la Libye, laquelle a vocation à être partagée entre eux, de telle façon que chacun ait sa part dans les champs pétroliers de la Libye. C'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, la Libye est l'objet de la voracité des grandes puissances occidentales. Et la puissance russe, la puissance turque aussi sont entrés dans le jeu pour prendre leur part du gâteau, après s'être mordu les doigts d'avoir laissé faire. Donc la Libye, là, c'est un pays décapité. C'est un pays morcelé. Chaque puissance occidentale a ses puits. Et l'alliance russo-chinoise, notamment les Turcs et les Russes, sont venus à un moment donné, s'appuyant sur le maréchal Haftar, ont réussi à prendre eux aussi position pour ne pas laisser toute la manne pétrolière de ce pays entre les mains des seuls occidentaux. L'objectif, en tout cas des occidentaux, concernant la Libye, a été atteint. Il s'agissait de décapiter la Libye pour qu'elle ne joue pas son rôle dans l'émancipation économique et donc politique de l'Afrique. Cela a été fait. Mais comme le dit si bien le président Emmanuel Macron, dans une interview au Figaro en 2017, la destruction de la Libye a été conçue de telle façon qu'elle entraîne immédiatement la déstabilisation du Sahel. La destruction de la Libye a entraîné la faillite des États du Sahel. Le président Macron dit: nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, parce que la guerre que nous avons faite contre la Libye a engendré des États faillis au Sahel, et ces États faillis au Sahel ont permis la prospérité des groupes terroristes. Ce sont les phrases d'Emmanuel Macron. Page 40 du livre L'emprise de Marc Endeveld, publié en janvier 2022 en France. Emmanuel Macron, à travers ce récit, résume la stratégie que l'OTAN, avec à sa tête, dans l'action contre la Libye et pour déstabiliser le Sahel, la France, ont menée. En détruisant la Libye, on savait très bien qu'on allait affaiblir les pays du Sahel. En affaiblissant les pays du Sahel, on savait très bien qu'on allait profiter de leur appel de détresse pour les recoloniser militairement. En les recolonisant militairement, on avait un seul but, c'était de contrôler de très près les formidables richesses matérielles, minières, pétrolières, gazières, etc., de la région des trois frontières, qu'on appelle encore la région du Liptako-Gourma, qui se situe entre le Mali, le Niger, le Burkina et en partie même la Mauritanie. C'était ça l'objectif, déloger les États de cette zone, au besoin créer des mouvements sécessionnistes dans cette zone qui vont pouvoir négocier avantageusement le bradage, le pillage des matières premières de cette partie-là pour les multinationales occidentales. C'était le business plan. Cela a été tant et si bien mené que désormais toute la bande sahélienne est occupée par les armées occidentales. De Dakar jusqu'à Djibouti, si vous faites une ligne comme ça sur le Sahel et que vous traciez toute la bande sahélienne, si vous tracez de Dakar à Djibouti, il n'y a pas un seul pays où les armées occidentales n'aient pas pris position. Elles sont au Sénégal, elles sont au Mali, elles sont au Niger, elles sont au Burkina, elles sont au nord Nigeria et au nord Cameroun, elles sont au Tchad, elles sont en Centrafrique, elles sont au Soudan, elles sont à Djibouti.
Donc, en fait, toute la ligne a été occupée. De telle façon que les faramineuses riches de cette région, eh bien, seront avantageusement exploitées par les multinationales occidentales. Et lorsqu'elle s'est retrouvée en difficulté du fait de la limite de ses moyens militaires et financiers, la puissance française n'a pas hésité à aller chercher ses alliés européens, exactement comme en 1884-85, les Européens s'étaient associés pour se partager l'Afrique. La force qu'elle a créée par la suite, la fameuse force Takuba, est une force dans laquelle sont associés les pays européens dans l'exploitation de l'Afrique. Parce que la guerre, ils la font dans le but de se partager le butin. Ça a toujours été comme cela. Quel est le motif qui a justifié le débarquement des troupes occidentales au Sahel? La lutte contre le terrorisme. Maintenant, je vais vous donner lecture de 2 extraits qui vous prouvent que, au nom du même motif, les mêmes armées occidentales prétendent qu'elles doivent débarquer dans le golfe de Guinée. Elles prétendent qu'elles doivent s'installer dans le golfe de Guinée. Maintenant, je vais vous lire quelques extraits qui le prouvent. Alors ça, c'est un extrait que j'ai trouvé. Hop. C'est un extrait que j'ai trouvé. Je vais vous lire quelques extraits de la presse occidentale, en particulier la presse française. Hop. Donc là, je prends Le Figaro. Je vous lis un extrait du Figaro. Le Figaro, il a été publié le 1er, c'est le Figaro du 1er février 2021. Le Figaro a publié cela avec l'AFP. Et voici ce qui est dit. Al-Qaïda au Sahel développe actuellement un projet d'expansion vers le golfe de Guinée, en particulier la Côte d'Ivoire et le Bénin, a assuré lundi 1er février Bernard Hémier, patron du renseignement extérieur français. Dans une rare intervention publique aux côtés de la ministre des Armées Florence Parly, le chef de la Direction générale de la sécurité extérieure DGSE a montré des images d'une réunion tenue en février 2020 rassemblant dans le centre du Mali les plus hauts responsables locaux de la centrale djihadiste. Citation. L'objet de cette réunion était la préparation d'opérations de grande ampleur sur les bases militaires, a affirmé Bernard Hémier sans fournir de détails. C'est là que les chefs d'Al-Qaïda au Sahel ont conçu leur projet d'expansion vers le golfe de Guinée, a-t-il ajouté. Ces pays sont désormais des cibles eux aussi, et pour desserrer l'étau dans lequel ils sont pris et pour s'étendre vers le sud, les terroristes financent déjà des hommes qui se disséminent en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Des combattants ont également été envoyés aux confins du Nigeria, du Niger et du Tchad. Bernard Hémier, Florence Parly ainsi que le chef d'état-major se sont entretenus dans la matinée sur la base aérienne d'Orléans-Brissy, consacrée aux questions de contre-terrorisme. Selon la DGSE, étaient présents à la réunion de février Abdelmalek Droukdel, Iyag Ag-Ghali, Amadou Koufa. Droukdel a été tué depuis juin par les forces françaises dans le nord du Mali. Iyad Ag-Ghali incarne la stratégie d'Al-Qaïda au Sahel. Ce n'est pas un homme qui pense au terrorisme, c'est un homme qui le pratique au quotidien, etc., etc. Fin de citation. Donc, selon le compte rendu qui est fait par les services de défense français, les terroristes qui opèrent au Sahel auraient décidé d'opérer désormais sur le golfe de Guinée, de mettre la main sur le golfe de Guinée. Ce compte rendu est fait par le directeur général des renseignements français. C'est lui qui dit que lui, il a les preuves qu'il a écouté une réunion entre les chefs terroristes au Sahel. Et dans cette réunion, il était question pour eux d'attaquer le golfe de Guinée. Autrement dit, le Figaro nous apprend que le renseignement militaire français est convaincu que les chefs terroristes veulent contrôler le golfe de Guinée. Bien sûr, la vidéo en question et son authenticité, nous n'avons aucun moyen ni de la contester, ni de la vérifier. Mais ce qui est important pour l'analyste politique que nous sommes, c'est de constater que il y a une alerte généralisée au terrorisme dans le golfe de Guinée. Mais quel est le corollaire de cette alerte généralisée au terrorisme dans le golfe de Guinée? C'est que les puissances occidentales vont proposer aux États faillis, aux États faibles du golfe de Guinée, eh bien, de s'installer à leur côté pour combattre ce terrorisme. Or, ce storytelling, ce narratif, c'est exactement celui en vertu duquel le Sahel a été occupé par les armées occidentales. Est-ce que vous me comprenez?
Est-ce que vous me comprenez? On arrive là au point focal de cette conférence. On a justifié l'installation des armées occidentales au Sahel dans le but de combattre le terrorisme. Mais on a pris le soin de ne pas réussir à mettre fin au terrorisme. On a échoué au combat au terrorisme. On prétend continuer le même combat au Golfe de Guinée. On a échoué dans le Sahel. On prétend qu'on va réussir au Golfe de Guinée. Or, en fait, on sait très bien que l'échec dans le Sahel aura profité à l'infiltration du Golfe de Guinée. Cet échec est donc un échec qui a été pensé. C'est un échec qui a été voulu. C'est un échec qui a été toléré, car il permettait de déstabiliser non seulement le Sahel, mais les pays du Golfe de Guinée, de telle façon que, comme les pays sahéliens, les pays du Golfe de Guinée acceptent l'arrivée de troupes occidentales, l'installation de bases occidentales. Alors, mais si vous voulez savoir où ils en sont dans l'idée d'installer des bases occidentales, il faut qu'on donne la parole au plus grand des vassaux ouest-africains, le plus vassal de tous les vassaux. Lui-même va vous dire qu'il n'a aucun complexe à souhaiter désormais que des bases occidentales renforcées et même des bases américaines soient installées dans le Golfe de Guinée. C'est le cas d'Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Donc, on nous raconte une réunion que personne n'a vérifiée, une réunion de toutes les façons dont les propos ne sont que des propos de seconde bouche. Sur la base de cette réunion, on nous dit que le Golfe de Guinée va être attaqué, et comme de juste, le Bénin est attaqué quelque temps plus tard, comme de juste, des actions terroristes commencent à être perpétrées contre les pays du Golfe de Guinée, et hop, on commence à vouloir nous faire accepter qu'il va falloir installer des bases militaires occidentales tout au long du Golfe de Guinée. Quel est l'objectif? Contrôler les faramineuses richesses dont je vous ai parlé dans la première et notamment dans la deuxième partie de cette conférence. Mais écoutez, on va donner la parole à M. Ouattara. M. Ouattara va nous dire pendant quelques minutes le rôle que lui et tous les vassaux du néocolonialisme et de l'impérialisme occidental veulent jouer dans cette nouvelle phase de l'invasion géostratégique de l'Afrique. On va donner la parole à M. Ouattara, Alassane Draman. Il est très fort dans rien, comme on dit chez nous à Abidjan. Quand il faut brader l'Afrique, on retrouve souvent cet individu aux premières loges. Donc, il va parler quelques minutes. Je vais vous le retrouver rapidement. Hop. Monsieur Ouattara, amenez-vous ici. Venez dire aux gens le rôle que vous jouez. Venez dire aux gens le rôle que vous jouez dans le projet de déstabilisation, le projet de capture du Golfe de Guinée. Il faut qu'on sache très bien que vous êtes aux premières loges de ce projet et que vous dites que vous l'assumez sans complexe. Hein? Vous n'avez pas de complexe, vous. Vous êtes un nègre décomplexé quand il faut servir ses maîtres. Ok, hop. Donc, je vous retrouve ça. Je crois que ça viendra vite. Voilà, l'entretien de monsieur. C'est dans son entretien récent que j'ai nécessairement publié ici, sur ma page. Hop, Alassane Ouattara. Alors, je vérifie que vous avez le son. Je vérifie que vous avez le son. On lui donne la parole. Ce sera vraiment pratiquement la toute première question. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Bruxelles, en marge du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Et notre invité pour une interview exclusive est le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Merci. Monsieur le Président, après 9 ans
la France a décidé de se retirer militairement du Mali au moment même où la menace djihadiste s'étend. Alors une question simple, est-ce un constat d'échec? Non, je ne pense pas. La France a pris une décision par rapport à la situation au Mali, mais elle ne se retire pas du Sahel. Elle adapte son dispositif compte tenu de ses relations avec le Mali. Alors, la réadaptation de son dispositif, est-ce que cela pourrait aussi concerner la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pourriez accueillir plus de troupes, de matériel français? On sait que le chef d'état-major des armées était à Abidjan la semaine dernière. On imagine que c'est pour en parler. Oui, tout à fait. Nous avons toujours estimé que la sécurité est un préalable au développement. Nous avons, je ne sais pas pourquoi les gens se font des complexes. L'Arabie Saoudite a une base américaine. D'autres pays aussi. Et si notre sécurité exige que nous fassions appel à des partenaires, à des pays amis, nous le ferions. Ok. Donc, tout cela, c'est en discussion et on verra par la suite. Très bien. C'est uniquement cette partie que je voulais vous faire entendre. Alors, oui, je vais d'abord virer Ismaël Diarra-Souba, qui n'est pas digne d'écouter notre conférence. Il a des problèmes au niveau de l'expression verbale correcte et civilisée. Voilà, il est viré, Ismaël Diarra-Souba. S'il y a quelqu'un qui dérange notre université des pains spirituels, vous nous donnez son nom. De toutes les façons, on se chargera de le bloquer. Il lui faudra créer d'autres avatars pour revenir. Mes chers amis, vous venez d'écouter M. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara dit que en Côte d'Ivoire, eux, ils sont prêts à accueillir, comme l'Arabie Saoudite, une base américaine. J'espère que maintenant, vous avez bien écouté, parce que vous aviez peut-être entendu ça. Maintenant, vous avez écouté. Il y a déjà une base française en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara dit qu'il est prêt à ce qu'elle soit renforcée, mais il ajoute les Saoudiens, la grande démocratie saoudienne, l'extraordinaire démocratie saoudienne, ce grand pays des droits de l'homme, cet état de droit magnifique qu'est l'Arabie Saoudite, qui se trouve pourtant être la base arrière de l'État islamique, le pays financier de l'État islamique, en chef. Il nous dit que conformément au modèle de l'Arabie Saoudite, qui a une base américaine sur son sol, lui, Alassane Dramane Ouattara, est prêt à accueillir pour la sécurité de son régime, contre le peuple de Côte d'Ivoire, contre les peuples africains, une base américaine. Or, la Côte d'Ivoire est un pays du golfe de Guinée. Alassane Ouattara, par là, lâche une information, à savoir que les grandes puissances de la coalition occidentale de l'OTAN veulent installer le plus grand nombre possible de bases militaires dans le golfe de Guinée, à commencer par la Côte d'Ivoire, où pourtant il y a déjà une énorme base militaire française, le 43e BIMA. Donc, ils veulent mettre une base militaire. Ils en ont déjà une au Sénégal, ça ne suffit pas. Ils veulent en mettre au Libéria. Ils veulent en mettre ils ont déjà, les Américains, une base au Ghana, si je ne m'abuse, ça ne suffit pas. Ils veulent en mettre une en Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils en mettent au Togo. Il faut qu'ils en mettent au Bénin. Il faut qu'ils en mettent à nouveau au Nigeria. Il faut qu'ils en mettent au Cameroun. Il faut qu'ils en mettent au Gabon. Il faut qu'ils en mettent en Angola. Bref, ils veulent couvrir tout le golfe de Guinée de bases militaires occidentales. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et quel est le pays qui sert de modèle à Alassane Ouattara? La base arrière de l'État islamique. Car en fait, mes chers amis, j'aimerais quand même vous rappeler une chose. Il y a deux grandes organisations qui terrorisent aujourd'hui le Sahel. Il y a d'une part ce qu'on appelle l'État islamique au Grand Sahara. On appelle encore EIGS. L'État islamique au Grand Sahara, c'est un détachement de l'État islamique d'Irak. Et l'État islamique d'Irak est financé par les monarchies du Golfe, à commencer par la monarchie saoudienne. C'est connu. Je ne vous apprends rien. Toute la presse d'investigation occidentale dit que les pays qui financent l'État islamique, ce sont les monarchies pétrolières du Golfe. Bon, il y a une deuxième organisation qui est fortement impliquée dans la déstabilisation de l'Afrique. Elle s'appelle le GSIM, Groupe pour le salut de l'islam, etc. Cette organisation-là, elle est rattachée à Al-Qaïda. Al-Qaïda, ça vous dit quelque chose, Al-Qaïda? Al-Qaïda, ce sont ceux qui ont repris le pouvoir en Afghanistan. C'est la même organisation qui a repris le pouvoir en Afghanistan.
Mais cette organisation qui a repris le pouvoir en Afghanistan, quelle est sa base arrière? Vous le savez, africain. Vous êtes ici, près de 5000 personnes en direct. Plus de 4000 en tout cas. Vous connaissez la base arrière d'Al-Qaïda au Moyen-Orient. Vous connaissez le pays du Moyen-Orient à partir duquel Al-Qaïda a repris le pouvoir en Afghanistan. Ce pays, c'est le Qatar. La base arrière d'Al-Qaïda, c'est le Qatar. Et ça ne s'est pas fait en cachette. Ils ont été accueillis, logés, nourris, protégés, encouragés publiquement. Aidés publiquement. Et ils ont négocié avec les Occidentaux leur retour au pouvoir à Kaboul. Alors donc, l'Afrique, les intellectuels africains, les citoyennes, les citoyens africains doivent se poser la question suivante. Al-Qaïda, base arrière, Arabie Saoudite. Base arrière, Qatar, l'une de ces bases arrières. État islamique, base arrière, Arabie Saoudite. Pourtant, toutes les monarchies du Golfe sont les principales alliées des grandes puissances de la coalition occidentale. Du coup, comment on peut comprendre que deux organisations terroristes qui sont des démembrements officiels, je dis bien officiels, ça veut dire que le GSIM ne se cache pas, il dit on est une branche d'Al-Qaïda. Le IGS ne se cache pas. Le IGS dit nous, on est une branche de l'État islamique. Nos patrons se trouvent au Moyen-Orient. Alors, comment les Africains et les Africaines, les citoyens, comment les dirigeants africains peuvent-ils essayer de gober l'idée qu'ils luttent contre le terrorisme alors que les pays qui sont les bases arrières de ce terrorisme sont leurs partenaires commerciaux, partenaires diplomatiques. Expliquez-moi qu'est-ce qui se passe dans la tête des Africains. Est-il normal que les pays du Golfe aient le pied dans les affaires économiques africaines alors qu'ils ne se sont pas attachés à assécher financièrement et à combattre énergiquement les deux principales organisations terroristes qui aujourd'hui déstabilisent l'Afrique? Qui plus est, les Occidentaux, les puissances occidentales, pensent-elles pouvoir continuellement utiliser le mensonge, l'intimidation, la menace, la violence, le crime contre le reste de l'humanité pour nous mettre dans le crâne qu'ils sont alliés avec les puissances du Golfe, que les puissances du Golfe sont les bases arrières d'Al-Qaïda et de l'État islamique, mais que cette connivence-là n'empêche pas qu'ils soient de bons combattants contre le terrorisme en Afrique? Comment croient-ils pouvoir nous mettre dans le crâne que leur combat contre le terrorisme en Afrique est sincère, loyal, que c'est un combat qui est exemplaire, c'est un combat qui est transparent? L'Afrique sait qu'il n'en est rien. L'Afrique sait qu'il y a une alliance d'intérêts entre les grandes puissances de la coalition occidentale, les moyennes puissances du Golfe et les groupes terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Bien sûr, les groupes terroristes ne sont pas tous conscients du système dans lequel ils sont intégrés. Pourquoi? Parce que le terrorisme recrute dans la pauvreté, dans l'ignorance. Le terrorisme recrute dans la marge des sociétés africaines elles-mêmes. Donc, il est absolument certain que de nombreux membres des groupes terroristes, ce sont d'abord des délinquants, ce sont des bandits, des enfants soldats, des guerriers recyclés, des drogués, qui en fait combattent parce que c'est un mode de vie, parce que grâce à une arme, on peut se nourrir, on peut avoir de l'argent, on peut mener une vie avec bombance, ça c'est sûr. Le niveau de compréhension du mécanisme dans lequel ils sont emportés, dans lequel ils sont engagés, ce n'est pas le même niveau dans les organisations terroristes. Il y a des cerveaux qui savent le système mondial dans lequel ils opèrent, et il y a des exécutants, malheureusement le plus grand nombre, qui quant à eux, en réalité, vivent de la rapine, vivent de l'offre immédiate qui leur est faite d'utiliser une arme, d'utiliser les circuits de la drogue pour se faire une vie rapidement jouissive. Mais pour des gens qui analysent le phénomène, de manière globale, il est inacceptable, intellectuellement, moralement et spirituellement, qu'on nous fasse accepter qu'on a de bonnes relations avec les pays du Golfe, qui sont les bases arrières d'Al-Qaïda
et de l'État islamique, et que de l'autre côté, on combat sincèrement, aux côtés des Africains, effectivement, on combat le terrorisme en Afrique. Ce que nous observons donc, pour finir, c'est clairement ceci. La Libye, le prétexte qui a été utilisé pour occuper le Sahel, est exactement la Libye et le prétexte qu'on veut utiliser pour occuper le golfe de Guinée. On prétend combattre le terrorisme au Sahel, mais plus de 10 ans après que ce combat ait commencé, on s'est arrangé pour échouer. On s'est arrangé pour échouer parce qu'il fallait que le terrorisme métastasât vers le golfe de Guinée. Et parce qu'on allait utiliser à ce moment le même prétexte pour appeler les Africains à accepter l'installation de bases militaires occidentales sur le golfe de Guinée. On contrôle indirectement ainsi donc, et même directement désormais, les richesses du Liptako-Gourma. On veut contrôler de très près, on veut serrer à la culotte les richesses du golfe de Guinée. Il faut être naïf, il faut être aveugle d'esprit pour ne pas le voir. Ou alors, il faut ne pas avoir écouté la démonstration que je me suis efforcé de donner dans cette conférence, avec les sources. Si vous allez dans la bouche des principaux officiels occidentaux, américains, français, britanniques, européens en général, vous entendrez de plus en plus dans toutes leurs déclarations leur détermination à sécuriser le golfe de Guinée. Nous, fils et filles de l'Afrique, devons contester, protester, dénoncer et déconstruire la prétention à l'Occident d'être le gendarme et le propriétaire du golfe de Guinée. Autant nous sommes opposés à ce que des armées africaines deviennent les gendarmes de la Manche, les gendarmes du golfe du Lion, les gendarmes des côtes européennes, autant nous devons nous opposer, nous devons dénoncer la prétention des Européens, des Américains, de qui que ce soit, même si c'était des Chinois ou des Russes, à être les maîtres du golfe de Guinée. Le golfe de Guinée doit être maîtrisé par les Africains. Et pour cela, il nous faut prendre très clairement au moins 4 décisions qui, pour moi, sont les recommandations conclusives de ma conférence du jour. Premièrement, les pays africains qui sont vraiment dirigés par des gouvernements panafricains doivent rapidement mutualiser leurs moyens pour créer une marine de guerre collective de défense du golfe de Guinée. Ça, c'est ma première proposition. Tous les pays du golfe de Guinée doivent s'accorder sur une chose, la création d'une marine de guerre collective pour la défense spéciale du golfe de Guinée. Cette marine de guerre devra bénéficier des moyens dernier cri, des technologies de guerre dernier cri, de protection des mers. Et elle devra disposer de dispositifs de surveillance sous-marine et de dispositifs de surveillance satellitaire. Il y a clairement 2 pays qui peuvent aider les pays du golfe de Guinée à s'approprier les technologies de la haute marine de guerre, de la sous-marine de guerre et de la surveillance satellitaire. Ce sont la Russie et la Chine. Ces pays ont le courage de transférer des technologies aux Africains. Il ne faut pas hésiter à se tourner vers eux, car les puissances occidentales ne veulent surtout pas que cette technologie soit accessible aux peuples africains. Ça, c'est la première décision. Deuxième décision, les pays du golfe de Guinée doivent s'entendre pour déclarer toutes les richesses du golfe de Guinée comme bien commun de l'Afrique subsaharienne. Ils doivent créer un fonds commun avec une péréquation pour chaque pays à proportion des richesses tirées dans ces zones maritimes exclusives. Ils doivent créer un fonds de développement africain à partir des ressources du golfe de Guinée. Une banque centrale du golfe de Guinée doit voir le jour, avec une monnaie du golfe de Guinée. Ça pourrait même être une monnaie essentiellement liée à tout ce qui renvoie aux ressources pétrolières et halieutiques communes de la région. Deuxième idée, créer rapidement un centre de gestion économique des fonds faramineux de cette région. Enfin, troisième idée, les peuples, les citoyens doivent se battre dans tout le golfe de Guinée pour que adviennent partout des régimes qui aiment les peuples, des régimes qui émanent des peuples. Bref, pour que chutent tous les dictateurs. Parce que ces changements ne se réaliseront jamais avec les dictatures de la France-Afrique que nous avons au Congo, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire,
Et ça ne marchera pas avec eux. Au Togo, ça ne marchera pas avec eux. Les peuples ont leur part à jouer, leur partition à jouer. Les citoyens, c'est de faire advenir, par la lutte citoyenne interne, faire advenir des dirigeants qui aiment l'Afrique, des dirigeants qui aiment leur pays. Enfin, quatrième proposition conclusive de cet exposé. Toutes les Africaines, tous les Africains du monde, toutes les personnes qui ont des compétences intellectuelles et qui sont attachées à l'émancipation de l'Afrique doivent considérer comme leur responsabilité de produire partout où cela est nécessaire, c'est-à-dire dans les médias, dans les institutions du monde entier, que ce soit les institutions nationales ou internationales, produire une littérature, une contre-argumentation contre la prétention occidentale à légiférer et à s'accaparer du Golfe de Guinée. Nous devons gagner la bataille des idées à propos de l'africanité du Golfe de Guinée, à propos de la souveraineté des Africains sur le Golfe de Guinée. Tous ceux qui ont suivi cette conférence, chacune et chacun doit faire un effort de considérer désormais que le dossier Golfe de Guinée est une affaire personnelle de chaque Africaine, de chaque Africain du monde. Car le Sahel, le Golfe de Guinée sont en réalité les deux principaux poumons de la richesse et du potentiel énorme de l'Afrique du 21e siècle et des siècles à venir. Donc, on doit devenir des spécialistes de la connaissance de cette zone, la maîtrise des multinationales qui y opèrent. On doit chercher à savoir les profits qu'elles génèrent. On doit chercher à se battre pour la naissance de multinationales africaines, de multinationales continentales, avec la possibilité d'investir sur place en Afrique et de transformer sur place en Afrique précisément les richesses faramineuses de cette sous-région, de telle façon à produire l'autosuffisance, pas seulement alimentaire, mais vraiment l'autosuffisance économique du continent, qui est, comme vous le savez, une condition essentielle de son autonomie politique et géopolitique, de la construction de la Fédération subsaharienne africaine, les États-Unis d'Afrique. Mes chers amis, voilà ce pourquoi je vous ai promis une conférence hier. Je suis heureux d'avoir pu atteindre, de mon point de vue, les objectifs que je m'étais fixés. Premièrement, vous rappeler que l'Occident a un problème structurel, intellectuel pour penser l'Afrique et que l'Occident est malade de l'Afrique, comme l'Afrique est malade de l'Occident. Les deux parties de cette relation doivent être soignées. Dans la deuxième partie, africaine-africain, je t'ai amené à découvrir à quel point tu es riche potentiellement et appauvri réellement. Je t'ai amené chez toi, dans le Golfe de Guinée, et je t'ai dit, rien de ce qu'il y ait de beau sur cette terre ne te manque. C'est seulement toi qui ne le sais pas, et qui ne t'organise pas, et qui ne réseaute pas avec tous les tiens pour produire les institutions de ta prospérité. Enfin, troisièmement, j'espère avoir clairement montré que la stratégie de recolonisation militaire du Sahel, sous couvert de lutte antiterroriste, est exactement celle qu'on veut utiliser pour installer des bases militaires tout au long du Golfe de Guinée. Et que nous devons, vous et moi, tous ensemble, nous y opposer sur le plan spirituel, intellectuel. Nous devons nous y opposer sur le plan politique, médiatique. Nous devons gagner toutes les batailles de la dignité africaine. Nous le pouvons, à condition que nous le sachions. Et tel était le but de cette conférence. Que Dieu bénisse tous les peuples du Golfe de Guinée qui s'éveillent, tous les Africains, toutes les Africaines qui prennent conscience de la richesse infinie que la providence divine nous a offerte et qu'ils cessent de se percevoir comme des pauvres, qu'ils prennent conscience et remercient le Seigneur des êtres pour la richesse inouïe qu'ils ont reçue et qu'ils se brident, qu'ils se disciplinent, qu'ils se motivent eux-mêmes pour mériter cette richesse. Car quand on dit « aide-toi et le ciel t'aidera », bien souvent, les gens qui ont dit ça ont oublié que bien souvent, le ciel t'a déjà aidé et c'est toi qui ne sais pas. Ce n'est pas « aide-toi et le ciel t'aidera ». Souviens-toi que le ciel t'a déjà aidé. Mais que ton problème, c'est que tu ne le sais pas, africaine, africain. Le ciel t'a déjà aidé, c'est toi qui ne t'aides pas. Alors que tu attends le ciel après, le ciel a déjà agi avant. Tu es né en Afrique. Tu es africaine, tu es africain. Tu es l'être humain le plus riche au monde, à cet instant. Mais ton problème, c'est que tu ne le sais pas.
et que tu ne sais pas ce qu'on fait du fait d'être né riche matériellement. Le fait d'être né riche matériellement tourne en malédiction si on ne développe pas la vraie richesse, la richesse spirituelle, intellectuelle qui permet la transformation de la matière au service de l'esprit et de la reconnaissance au Créateur. Les Africains ne doivent pas croire le fantôme Biya du Cameroun quand il leur dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est faux. Aide-toi parce que le ciel t'a déjà aidé. Et c'est toi, Africain, qui l'as oublié. Si tu es assis là, le matin, tu attends que le ciel le fasse, c'est que tu oublies que le ciel l'a déjà fait. C'est toi qui ne le sais pas. Car le ciel a fait le golfe de Guinée. Le ciel a fait le Liptako-Gourma, mon ami. Le ciel a fait le Congo-Kinshasa. Le ciel a fait l'Afrique. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique? Il manque à l'Afrique la conscience de sa richesse. Car avec la conscience de sa richesse, l'Afrique se relève et devient la puissance phare de la planète. À tout point de vue. Surtout d'abord du point de vue spirituel, moral, qui est le point de vue qui fait la grandeur humaine. Merci mes amis. Que Dieu bénisse ceux qui ont compris et qui marchent désormais dans le seul chemin qui vaille la peine d'être emprunté quand on est né en Afrique, quand on est né africain, quand on a géré 5 siècles de domination, elle est transformée en création, en audace, en inventivité, en créativité, en prospérité. J'ai donné 4 propositions. Travaillons-y. Mes respects à chacune et chacun d'entre vous. 2 heures de conférence. Vous avez été fidèles. Nous n'avons pas été interrompus. Le golfe de Guinée, c'est chez nous. Le Mali, c'est chez nous. Le Burkina Faso, c'est chez nous. Le Sénégal, le Togo, le Burkina, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Guinée-Bissau, c'est chez nous. Djibouti, c'est chez nous. La Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, c'est chez nous. Haïti, c'est chez nous. L'Afrique, c'est chez nous. L'Afrique polynésienne, c'est chez nous. Non, ce n'est pas aide-toi et le ciel t'aidera. C'est le ciel t'a aidé. Maintenant, aide-toi, Africain. Bon week-end à tous. Que Dieu nous bénisse.